Merci, Monsieur le Président, chers invités, Mesdames et Messieurs. Mon sujet pour ce soir est la diversité culturelle, une vision mondiale. La diversité est devenue l'un des mots les plus utilisés de notre époque. Ce mot, rarement défini, est invoqué dans des discussions portant sur presque tout, de la politique de l'emploi à la politique des programmes d'études, passant par le divertissement et la politique. Ce mot n'est pas non plus une simple description du fait connu depuis longtemps que la population américaine est composée de nombreuses races, de personnes originaires de nombreux pays et de nombreux milieux culturels. Tout cela était connu bien avant que le mot « diversité » ne devienne une partie insistante de notre vocabulaire, une invocation, un impératif ou un matraquage et des conflits idéologiques. Le modèle même du pays, E pluribus unum, reconnaît la diversité du peuple américain. Depuis des générations, cette diversité a été célébrée, que ce soit dans des comédies comme Abyss Irish Rose, que je ne pense pas devoir expliquer à certaines personnes, la célèbre pièce sur le garçon juif et la fille irlandaise, ou dans les discours patriotiques du 4 juillet. Pourtant, on sent quelque chose de très différent dans les croisades actuelles pour la diversité. Ce n'est certainement pas une célébration patriotique de l'Amérique, et souvent une critique radicale des États-Unis, voire une condamnation de la civilisation occidentale dans son ensemble. Pour le moins, nous devons séparer la question de l'importance générale de la diversité culturelle, non seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier. Des agendas plus spécifiques, plus paroissiaux et plus idéologiques ont été associés à ce mot ces dernières années. Je voudrais parler de l'importance mondiale de la diversité culturelle au cours des siècles de l'histoire de l'humanité, avant de revenir aux questions plus étroites de notre époque. Toute l'histoire de l'humanité, depuis que l'homme est sorti des cavernes, a été marquée par des transferts d'avancées culturelles d'un groupe à l'autre et d'une civilisation à l'autre. Le papier et l'imprimerie, par exemple, sont aujourd'hui des éléments essentiels de la civilisation occidentale, mais sont tous deux nés en Chine, des siècles avant d'arriver en Europe. Les concepts mathématiques ont de même migré d'une culture à l'autre. La trigonométrie de la Grèce antique, de l'Égypte antique, mes excuses, et tout le système de numérotation utilisé aujourd'hui dans le monde entier, qui a son origine chez les hindous de l'Inde, bien que les Européens appellent ce système les chiffres arabes, parce que ce sont les Arabes qui ont été les intermédiaires auxquels ces chiffres sont parvenus dans l'Europe médiévale. En effet, une grande partie de la philosophie de la Grèce antique a d'abord atteint l'Europe occidentale dans des traductions arabes, qui ont ensuite été retraduites au latin ou dans les langues vernaculaires de l'Europe occidentale. Une grande partie de ce qui est devenu une partie de la culture de la civilisation occidentale provenait de l'extérieur de cette civilisation, souvent du Moyen-Orient ou de l'Asie. Le jeu d'échecs est venu d'Inde, la poudre à canon de Chine et divers concepts mathématiques du monde islamique, par exemple. La conquête de l'Espagne au 8e siècle de notre ère a fait de ce pays un centre de diffusion en Europe occidentale des connaissances les plus avancées du monde méditerranéen et de l'Orient, en astronomie, en médecine, en optique et en géométrie. L'ascension ultérieure de la civilisation occidentale vers la prééminence mondiale en matière de sciences et de technologie s'est faite sur ces bases. Et puis, la science et la technologie de la civilisation européenne ont commencé à se répandre dans le monde entier, non seulement dans les sociétés européennes dérivées comme les États-Unis ou l'Australie, mais aussi les cultures non européennes, dont le Japon est peut-être l'exemple le plus frappant. Le partage historique des avancées culturelles jusqu'à ce qu'elles deviennent l'héritage commun de la race humaine implique bien plus que la diversité culturelle. Il implique que certaines caractéristiques culturelles sont non seulement différentes des autres, mais meilleures que d'autres. Le fait même que tous les peuples, qu'il s'agisse des Européens, des Asiatiques, des Africains ou d'autres, aient choisi à plusieurs reprises d'abandonner certaines caractéristiques de leur propre culture pour les remplacer par des éléments d'une autre culture,
implique que le remplacement servait mieux leur objectif. Les chiffres arabes ne sont pas simplement différents des chiffres romains, ils sont meilleurs que ces derniers. Cela est démontré par leur remplacement des chiffres romains dans de nombreux pays dont la culture est issue de Rome, ainsi que dans d'autres pays dont les systèmes de numérotation respectifs ont également été remplacés par des chiffres dits arabes. Il est pratiquement impossible aujourd'hui de concevoir comment les différentes distances en astronomie ou les complexités des mathématiques supérieures pourraient être exprimées en chiffres romains. Le simple fait d'exprimer l'année de l'indépendance américaine nécessite plus de 2 fois plus de chiffres romains que de chiffres arabes. De plus, les chiffres romains offrent plus de possibilités d'erreur, car le même chiffre peut être soit ajouté, soit soustrait, selon sa place dans la séquence. Les chiffres romains sont bons pour numéroter les rois ou les Super Bowls, mais ils ne peuvent pas égaler l'efficacité des chiffres arabes dans la plupart des opérations mathématiques. Après tout, c'est bien la raison pour laquelle nous avons ces chiffres. Les caractéristiques culturelles n'existent pas seulement comme des badges d'identité auxquels nous sommes émotionnellement attachés. Ils existent pour répondre aux besoins et aux objectifs de la vie humaine. Lorsqu'ils sont surpassés par les caractéristiques d'autres cultures, ils ont tendance à être abandonnés ou à ne plus survivre qu'en tant que curiosité marginale, comme les chiffres romains aujourd'hui. Les concepts, les produits, l'information et les technologies ne sont pas les seuls à passer d'une culture à l'autre. Les produits naturels de la Terre font la même chose. La Malaisie est le premier producteur mondial d'EVA, mais ces arbres sont indigènes au Brésil. La plupart du riz cultivé aujourd'hui en Afrique est originaire d'Asie et le tabac est originaire de l'hémisphère occidental. Même une grande nation exportatrice de blé comme l'Argentine a un jour importé du blé, qui n'était pas une culture indigène de ce pays. La diversité culturelle, vue sous l'angle international et historique, n'est pas une image statique de différentes formes, mais une vision dynamique de concurrence, dans laquelle ce qui sert le mieux les objectifs humains survit, tandis que ce qui ne le fait pas tend à décliner ou à disparaître. Les manuscrits préservaient autrefois les précieuses archives de la connaissance et de la pensée des cultures européennes ou moyen-orientales. Mais une fois que le papier et l'impression, en provenance de Chine, ont été connus dans ces cultures, les livres ont été clairement beaucoup plus rapides et moins chers à produire et ont conduit les parchemins à l'extinction. Les livres ne sont pas simplement différents des parchemins, ils sont meilleurs que les parchemins. Il faut insister aujourd'hui sur le fait que certaines caractéristiques culturelles sont meilleures que d'autres, car beaucoup de personnes parmi l'intelligentsia éludent ou nient cette simple réalité. L'intelligentsia utilise des mots comme perception ou valeur pour soutenir que tout dépend de la façon dont vous choisissez de voir les choses. Ce point peut être valide dans des choses comme la musique, l'art ou la littérature des différentes cultures. Et il y a beaucoup de buts communs aux peuples de toutes les cultures. Ils veulent vivre plutôt que mourir, par exemple. Lorsque les Européens se sont aventurés pour la première fois dans l'intérieur aride de l'Australie, ils sont souvent morts de faim ou de soif sur une terre où les aborigènes australiens n'avaient aucun mal à trouver de la nourriture ou de l'eau. Dans ce contexte particulier, la culture aborigène a au moins permis aux gens de faire ce que les aborigènes et les Européens voulaient faire, c'est-à-dire vivre. Une culture donnée ne peut pas être supérieure pour tout, dans tous les contextes, et encore moins le rester dans le temps. Mais des caractéristiques culturelles particulières peuvent néanmoins être clairement meilleures pour certains objectifs, et pas seulement différents. Pourquoi un tel argument existe-t-il en premier lieu? C'est peut-être parce que nous vivons toujours dans l'ombre long et sinistre de l'Holocauste nazi et que nous sommes, à juste titre, réticents à étiqueter quoi que ce soit ou qui que ce soit de supérieur ou d'inférieur. Mais nous n'en avons pas besoin. Nous devons seulement reconnaître que certains produits, certaines compétences, technologies, culture agricole ou concepts intellectuels atteignent des objectifs particuliers mieux que leurs alternatives.
Il n'est pas nécessaire de classer une culture entière au-dessus d'une autre en toute chose et encore moins de prétendre qu'elles restent dans le même classement à travers l'histoire. Elles ne le font pas. Il est clair que le leadership culturel a changé de main dans divers domaines à de nombreuses reprises. La Chine était en avance sur n'importe quel pays d'Europe dans un grand nombre de domaines pendant au moins 1 millier d'années. Et au XVIe siècle encore, elle avait le niveau de vie le plus élevé du monde. De même, il est clair que l'histoire humaine, par exemple, la montée et la chute de l'Empire romain, l'âge d'or de l'Espagne médiévale et son déclin jusqu'au niveau d'être l'une des nations les plus pauvres d'Europe aujourd'hui, les triomphes séculaires de l'Empire ottoman sur le plan intellectuel et les champs de bataille d'Europe au Moyen-Orient, et puis son déclin jusqu'à qu'il soit connu comme l'homme malade de l'Europe. Pourtant, bien que le leadership culturel ait changé de main à de nombreuses reprises, ce leadership a été réel à certains moments et une grande partie de ce qui a été réalisé au cours de ce processus a contribué de manière énorme à notre bien-être et à nos opportunités aujourd'hui. La concurrence culturelle n'est pas un jeu à somme nulle, c'est ce qui fait progresser la race humaine. Si les nations et les civilisations diffèrent dans leur efficacité dans différents domaines d'activité, il en va de même pour les groupes sociaux. Il existe ici une résistance particulièrement forte à l'acceptation de la réalité des différents niveaux, types de compétences, d'intérêts, d'habitudes et d'orientation parmi les différents groupes de personnes. Un auteur universitaire a par exemple déclaré que les immigrants juifs au XIXe siècle aux États-Unis ont eu la chance d'arriver au moment où l'industrie du vêtement commençait à se développer à New York. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser que Aaron avait la même chance d'arriver à la batte juste au moment où un home run devait être frappé. Il serait possible de croire que ces immigrants juifs se sont trouvés par exemple au bon endroit, au bon moment, si l'on se limitait à leur histoire aux États-Unis. Mais encore une fois, si l'on adopte une vision mondiale, on constate que les Juifs sont importants, voire prédominants et exceptionnellement prospères dans l'industrie du vêtement, dans l'Espagne médiévale, dans l'Empire ottoman, dans l'Empire russe, en Argentine et au Brésil et en Australie. Pourquoi être surpris de les trouver prédominants dans la même industrie en Amérique ? D'autres groupes ont également excellé dans leur propre profession et industrie. En fait, pratiquement chaque groupe excelle dans un domaine. Les Allemands, par exemple, se sont distingués en tant que pionniers de l'industrie du piano aux États-Unis. Des marques américaines de piano comme Steinway ou Schnabel, sans parler de l'orgue Wurlitzer, sont des signes de la longue prééminence des Allemands dans cette industrie, où ils produisent les premiers pianos dans l'Amérique coloniale. Les Allemands ont également été les pionniers de la construction de pianos dans la Russie tsariste, en Australie, en France et en Angleterre. Les immigrants chinois ont, à un moment ou à un autre, tenu la plupart des épiceries à Kingston, en Jamaïque, à Panama City, et ont réalisé plus de la moitié de tous les commerces de détail en Malaisie, aux Philippines, au Vietnam, au Cambodge. D'autres groupes ont dominé le commerce de détail dans d'autres parties du monde. Les Gujaratis de l'Inde en Afrique de l'Est et à Fidji, ou les Libanais dans certaines parties de l'Afrique de l'Ouest, par exemple. Rien n'est plus courant que la domination de certaines professions ou d'industries par des groupes particuliers, souvent minoritaires, qui ont rarement la capacité d'exclure les autres et certainement pas la population majoritaire. Ils sont simplement meilleurs dans les compétences particulières requises dans cette profession ou cette industrie, et parfois nous pouvons voir pourquoi. Lorsque les Italiens fabriquent du vin en Italie depuis des siècles, il n'est pas surprenant qu'ils deviennent importants parmi les producteurs de vin en Argentine ou dans la vallée de Napa en Californie. De même, lorsque les Allemands en Allemagne sont réputés depuis des siècles pour leur fabrication de bière, comment s'étonner qu'en Argentine, ils soient devenus aussi importants dans l'industrie de la bière que les Italiens l'ont été dans l'industrie du vin? Comment s'étonner que la fabrication de la bière aux États-Unis soit apparue là où il y avait une grande concentration d'immigrants allemands, à Milwaukee, Saint Louis par exemple, ou que les principaux producteurs de bière portent aujourd'hui des noms allemands, comme Schellbusch ou Coors, parmi de nombreux noms allemands?
Tout comme le leadership culturel dans un domaine particulier n'est pas permanent pour les nations ou les civilisations, ni l'est-il pour des groupes raciaux, ethniques ou religieux donnés. Au moment où les Juifs ont été expulsés d'Espagne en 1492, l'Europe avait dépassé le monde islamique en matière de sciences médicales, de sorte que les médecins juifs qui ont cherché refuge dans l'Empire ottoman se sont trouvés très demandés dans ce pays musulman. Au début du XVIe siècle, le sultan de l'Empire ottoman comptait dans le personnel médical de son palais 42 médecins juifs et 21 médecins musulmans. Avec le temps, cependant, la source de l'avantage des Juifs, leur connaissance de la médecine occidentale, s'est érodée à mesure que les générations successives de Juifs ottomans perdaient le contact avec l'Occident et ses progrès. Les minorités chrétiennes au sein de l'Empire ottoman ont commencé à remplacer les Juifs, non seulement en médecine, mais aussi dans le commerce international et même dans le théâtre, autrefois dominé par les Juifs. La différence est que ces minorités chrétiennes, notamment les Grecs et les Arméniens, ont maintenu leur lien avec l'Europe chrétienne et y ont souvent envoyé leurs fils pour qu'ils y soient éduqués. Ce n'est pas la race ou l'ethnicité en tant que telle qui était cruciale, mais le maintien de leur contact avec le progrès continu de la civilisation occidentale. En revanche, les Juifs ottomans sont devenus un peuple en déclin dans un empire en déclin. Beaucoup, sinon la plupart, étaient des Juifs séfarades d'Espagne, autrefois l'élite du judaïsme mondial. Mais au moment de la création de l'État d'Israël au XXe siècle, ces Juifs séfarades, qui s'étaient installés pendant des siècles dans le monde islamique, étaient désormais péniblement à la traîne des Juifs ashkénazes du monde occidental, notamment en termes de revenus et d'éducation. Pour se faire une idée de l'inversion historique de la position relative des Juifs séfarades et ashkénazes, il suffit de noter que les Juifs séfarades dans l'Amérique coloniale déshéritaient parfois leurs propres enfants pour qu'ils n'épousent pas des Juifs ashkénazes. Pourquoi certains groupes, sous-groupes, nations ou civilisations entières excellent-ils dans un domaine particulier plutôt que d'autres? Trop souvent, la réponse à cette question doit être « personne ne le sait vraiment ». Si cette question reste sans réponse, c'est en partie parce qu'elle n'est généralement pas posée. Il est difficile de faire accepter le fait qu'il existe de grandes différences entre les peuples, non seulement en ce qui concerne les compétences spécifiques, au sens étroit de l'informatique, du basketball ou du brassage de la bière, mais aussi, plus fondamentalement, en ce qui concerne les orientations d'intérêt et les valeurs qui déterminent quelles compétences particulières ils cherchent à développer et avec quel degré de réussite. Le simple fait de suggérer que ces facteurs culturels internes jouent un rôle important dans divers résultats économiques, éducatifs ou sociaux revient à s'exposer à des accusations de blâme de la victime. Il est beaucoup plus largement acceptable de blâmer les conditions sociales environnantes ou les politiques institutionnelles. Mais si nous examinons la diversité culturelle à l'échelle internationale et historique, la question de savoir si le blâme est le véritable problème est plus fondamentale. Il est certain qu'aucun être humain ne devrait être blâmé pour la façon dont sa culture a évolué pendant des siècles avant sa naissance. Le blâme n'a rien à voir avec cela. Une autre explication des différences entre les groupes, qui a été plus ou moins acceptée selon les époques et les lieux, est la théorie biologique ou génétique des différences entre les peuples. J'ai argumenté contre cette théorie à de nombreux endroits, mais je ne prendrai pas le temps de m'étendre sur ces longs arguments ici. Une vision du monde fondée sur les différences culturelles au cours des siècles, sape également la théorie génétique. Les Européens et les Chinois, par exemple, sont clairement différents génétiquement. Il est tout aussi évident que la Chine était une civilisation plus avancée que l'Europe dans de nombreux domaines scientifiques, technologiques et organisationnels pendant au moins 1 millier d'années. Pourtant, au cours des derniers siècles, l'Europe a devancé la Chine dans nombre de ces domaines. Si ces différences culturelles étaient dues aux gènes, comment ces deux races ont-elles pu changer de position aussi radicalement d'une époque de l'histoire à une autre? Toutes les explications des différences entre les groupes peuvent être décomposées en hérédité et environnement. Pourtant, une vision du monde
fondée sur la diversité culturelle semble, du moins en théorie, nier les deux. L'une des raisons en est que nous avons considéré l'environnement de manière très étroite, comme les circonstances environnantes immédiates ou les différentes politiques institutionnelles à l'égard de différents groupes. L'environnement, dans ce sens étroit, peut expliquer certaines différences, mais l'histoire de nombreux groupes contredit complètement cette version particulière de l'environnement comme explication. Prenons seulement 2 exemples parmi les nombreux qui étaient disponibles. Les immigrants juifs d'Europe de l'Est et les immigrants italiens du sud de l'Italie ont commencé à arriver en grand nombre aux États-Unis, à peu près en même temps à la fin du XIXe siècle. Et leur immigration à grande échelle s'est arrêtée au même moment lorsque les lois restrictives sur l'immigration ont été adoptées dans les années 1920. Les 2 groupes sont arrivés ici pratiquement dans la même condition économique, à savoir dans le dénuement. Ils vivaient souvent dans les mêmes quartiers et leurs enfants fréquentaient les mêmes écoles, assis côte à côte dans les mêmes salles de classe. Leur environnement, au sens étroit dans lequel ce terme est couramment utilisé, était pratiquement identique. Pourtant, leur histoire sociale aux États-Unis ont été très différentes. Au fil des générations, les 2 groupes se sont élevés, mais à des rythmes différents, par des moyens différents et dans un mélange très différent de professions et d'industries. Même les Juifs et les Italiens riches ont eu tendance à s'enrichir dans des secteurs différents de l'économie. L'industrie du vin californien, par exemple, pleine de noms italiens comme Mondavi, Gallo et Rossi. Mais le seul vigneron juif éminent, Manischewitz, produit un type de vin entièrement différent et personne ne comparait les vignerons juifs aux vignerons italiens aux États-Unis. Lorsque nous examinons les Juifs et les Italiens dans le cadre environnemental très différent de l'Argentine, nous constatons le même schéma général de différence entre eux. Il en va de même si nous examinons les différences entre les Juifs et les Italiens en Australie, ou au Canada, ou en Europe occidentale. Les Juifs ne sont pas des Italiens et les Italiens ne sont pas des Juifs. Quiconque connaît leur histoire très différente au cours des siècles ne devrait pas être surpris. Leur destin en Amérique n'a pas été déterminé uniquement par leurs conditions sociales environnantes en Amérique ou par la façon dont ils ont été traités par la société américaine. Ils étaient différents avant de monter sur le bateau et ces différences ont traversé l'océan avec eux. Nous pouvons aller plus loin. Même parmi les Juifs ashkénazes, ceux qui sont d'origine de l'Europe de l'Est ont eu une histoire économique et sociale très différente de celle des Juifs originaires d'Europe centrale germanique, y compris l'Autriche et l'Allemagne elle-même. Ces différences ont persisté parmi leurs descendants, non seulement aux États-Unis, dans des endroits comme New York et Chicago, mais aussi loin que Melbourne et Sydney. En Australie, les Juifs d'Europe de l'Est ont eu tendance à se regrouper dans et autour de Melbourne, tandis que les Juifs germaniques se sont installés dans et autour de Sydney. Ils ont même un dicton entre eux qui dit que Melbourne est une ville de charbon avec des Juifs chauds, tandis que Sydney est une ville chaude avec des Juifs froids. Un deuxième exemple très différent de différences culturelles persistantes concerne les immigrants du Japon. Comme tout le monde le sait, de nombreux Américains d'origine japonaise ont été internés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ce que l'on sait moins, c'est qu'il y a eu une population japonaise encore plus importante au Brésil par rapport aux États-Unis. Ces Japonais possédaient au Brésil 3 quarts de la superficie des terres du Japon, équivalent au Japon. Ils possédaient presque certainement plus de terres arables au Brésil qu'au Japon. En tout état de cause, très peu de Japonais au Brésil ont été internés pendant la Deuxième Guerre mondiale. En outre, les Japonais du Brésil n'ont jamais été victimes de la discrimination qu'ont souffert les Américains d'origine japonaise au cours des décennies qui ont précédé la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, pendant la guerre, les Américains d'origine japonaise sont restés, dans leur grande majorité, loyaux envers les États-Unis. Les soldats américains d'origine japonaise ont gagné plus que leur part de médailles au combat. Mais au Brésil, les Japonais étaient, dans leur grande majorité, et même par fanatisme, loyaux envers le Japon. Vous ne pouvez pas expliquer la différence par quoi que ce soit dans l'environnement des États-Unis ou de l'environnement du Brésil. Mais si vous connaissez un peu l'histoire des Japonais qui se sont installés dans ces deux pays,
Vous savez qu'ils étaient culturellement différents au Japon avant même de monter sur les bateaux qui leur faisaient traverser l'océan Pacifique. Et ils étaient toujours différents des décennies plus tard. Ces deux groupes d'immigrants ont quitté le Japon à des périodes très différentes de l'évolution culturelle du Japon lui-même. Un spécialiste moderne du Japon a dit que si vous voulez voir le Japon de l'ère Meiji, allez aux États-Unis, et si vous voulez voir le Japon de l'ère Taisho, allez au Brésil. Si le concept étroit d'environnement ne parvient pas à expliquer de nombreuses différences profondes entre les groupes et les sous-groupes, il ne parvient pas non plus à expliquer de nombreuses différences très importantes et les performances économiques et sociales des nations et des civilisations. Un écrivain chilien du XVIIIe siècle a décrit les nombreux avantages naturels de son pays, son climat, son sol et ses ressources naturelles. Puis il s'est demandé, avec une totale perplexité, pourquoi ce pays était si pauvre. Cette même question pourrait être posée dans de nombreux pays aujourd'hui. À l'inverse, nous pourrions nous demander pourquoi le Japon et la Suisse sont si prospères alors qu'ils sont presque totalement dépourvus de ressources naturelles. Tous deux sont riches de ce que les économistes appellent le capital humain, c'est-à-dire les compétences de leurs habitants. Il ne fait aucun doute qu'il existe une histoire longue et complexe derrière les différents niveaux de compétences de différents peuples et nations. Mais le fait ici est que l'environnement immédiat, qu'il soit social ou géographique, n'est qu'une partie de l'histoire. La géographie peut bien jouer un rôle important dans l'histoire des peuples, mais peut-être pas simplement en leur offrant plus ou moins des ressources naturelles. La géographie façonne ou limite les possibilités d'interaction culturelle des peuples et le développement mutuel qui en découle. Les petites îles isolées dans la mer ont rarement été à l'origine de nouvelles avancées scientifiques ou de percées technologiques, quel que soit l'endroit où elles étaient situées et quelle que soit la race des habitants de ces îles. Il existe également des îles sur Terre où le sol suffisamment fertile peut accueillir la vie humaine, n'existant que dans des parcelles isolées, largement séparées les unes des autres, où l'on a tendance à trouver des cultures isolées, souvent avec des langues et des religions différentes, dans une région culturellement fragmentée. Les hauts plateaux isolés produisent souvent des cultures isolées, en retard à bien des égards sur les cultures des basses terres où peuvent vivre des personnes de la même race. Cela est vrai que l'on parle de l'Écosse médiévale, du Ceylan colonial ou des montagnards contemporains du Vietnam. Avec les environnements géographiques, comme avec les environnements sociaux, nous parlons d'effets à long terme et pas seulement des effets de l'environnement immédiat. Lorsque les Highlanders écossais, par exemple, ont immigré en Caroline du Nord à l'époque coloniale, ils avaient une histoire très différente de celle des Écossais des plaines qui se sont installés en Caroline du Nord à peu près à la même époque. Car les plaines parlaient anglais alors que les Highlanders parlaient gaélique jusqu'au XIXe siècle. Évidemment, le fait de ne parler que le gaélique dans un pays anglophone affecte l'ensemble du progrès économique et social du groupe. Les conditions géographiques varient aussi radicalement en termes de facilitation ou d'entrave des interactions culturelles à grande échelle que dans la distribution des ressources naturelles. Nous sommes loin d'être en mesure d'expliquer comment toutes ces influences géographiques ont fonctionné au cours de l'histoire. C'est aussi une question sans réponse, en grande partie parce que c'est une question non posée. Et c'est une question non posée parce que beaucoup cherchent des réponses en termes d'environnement social immédiat ou insistent avec véhémence sur le fait qu'ils ont déjà trouvé la réponse en ces termes. Les environnements géographiques diffèrent radicalement, non seulement en termes de climats tropicaux ou arctiques, mais aussi dans la configuration même de la Terre et comment cela favorise ou entrave les interactions à grande échelle entre les peuples. Considérez cette statistique. L'Afrique fait plus de 2 fois la taille de l'Europe. Pourtant, l'Afrique a un littoral plus court que l'Europe. Cela semble presque impossible, mais la raison en est que le littoral de l'Europe est plus tortueux, avec de nombreux ports et bras de mer formés tout autour du continent.
Une grande partie du littoral africain est lisse, c'est-à-dire dépourvu de ports qui rendent possible le commerce maritime à grande échelle, en abritant les navires d'ancrage des eaux agitées de la haute mer. Mais les voies navigables de toutes sortes ont joué un rôle majeur dans l'évolution des cultures et des nations à travers le monde. Les ports sur la mer, la nôtre, ne sont pas les seules voies navigables. Les rivières sont également très importantes. Pratiquement toutes les grandes villes du monde sont situées sur un fleuve ou un port. Qu'il s'agisse de grands ports comme ceux de Sydney, Singapour ou San Francisco, ou de Londres sur la Tamise, de Paris sur la Seine, ou de nombreuses autres villes européennes sur le Danube. Les voies navigables ont été l'élément vital des centres urbains pendant des siècles. Ce n'est que très récemment que les moyens de transport autonomes créés par l'homme, comme l'automobile ou l'avion, ont permis de créer une exception à la règle, comme Los Angeles. Il y a une rivière à Los Angeles, mais il ne faut pas être Moïse pour la traverser à pied en été. Aucune de ces caractéristiques géographiques ne permet à elle seule de créer une grande ville ou de développer une culture urbaine. Ce sont les êtres humains qui le font. Mais la géographie fixe les limites à l'intérieur desquelles les gens opèrent, et dans certains endroits, ces limites sont plus larges que d'autres. Pour en venir à notre comparaison de continents européens et africains, nous constatons qu'ils diffèrent aussi radicalement en termes de fleuves que de ports. Il y a des nations entières en Afrique sans un seul fleuve navigable. La Libye et l'Afrique du Sud, par exemple. Navigable est le mot crucial. Certains fleuves africains ne sont navigables que pendant la saison des pluies. Certains ne sont navigables qu'entre de nombreuses cataractes et chutes d'eau. Même le fleuve Zaïre, qui est plus long que n'importe quel fleuve d'Amérique du Nord et qui transporte un plus grand volume d'eau, comporte trop de chutes trop près de l'océan pour devenir une artère majeure du commerce international. En Europe, ce commerce est facilité non seulement par de nombreux fleuves navigables, mais aussi par le fait qu'aucun endroit du continent, en dehors de la Russie, n'est à plus de 800 km de la mer. En Afrique, de nombreux endroits sont situés à plus de 800 km de la mer, y compris la nation entière de l'Ouganda. Dans ce contexte, comment s'étonner que l'Europe soit le continent le plus urbanisé de tous les continents habités et l'Afrique le moins urbanisé? L'urbanisation n'est pas la finalité de la vie, mais il est certain qu'une culture urbaine diffère considérablement des cultures non urbaines et que les compétences propres à une culture urbaine sont beaucoup plus susceptibles d'être trouvées parmi les groupes d'une civilisation urbaine. Inversement, on pourrait écrire une histoire très intéressante sur les échecs des groupes urbanisés dans les établissements agricoles. Si l'on regarde à l'intérieur de l'Afrique, l'influence de la géographie semble tout aussi évidente. L'ancienne civilisation la plus célèbre du continent est née à quelques kilomètres de part et d'autre du plus long fleuve navigable du continent. Et même aujourd'hui, les deux plus grandes villes du continent, c'est-à-dire le Caire et Alexandrie, sont sur le Nil. Les grands royaumes d'Afrique de l'Ouest dans la région desservie par le fleuve Niger et la longue économie florissante de l'Afrique de l'Est basée sur les grands ports naturels de l'île de Zanzibar sont d'autres preuves du rôle de la géographie. Mais là encore, la géographie n'est pas entièrement déterminante. L'économie de Zanzibar a été ruinée par la politique du gouvernement au cours des dernières décennies. Presque tout peut être ruiné par une politique gouvernementale. Mais néanmoins, la géographie a une influence importante à long terme sur le façonnement des cultures, ainsi qu'en termes strictement économiques. Quelles sont les applications d'une vision mondiale de la diversité culturelle sur les questions plus étroites débattues sur cette étiquette aux États-Unis aujourd'hui? Bien que la diversité soit utilisée dans tant de façons différentes, dans tant de contextes différents, qu'elle semble vouloir dire tout et n'importe quoi pour tout le monde, quelques thèmes reviennent sans cesse. L'un de ces grands thèmes est que la diversité implique des efforts organisés pour préserver les différences culturelles. Peut-être des efforts gouvernementaux, peut-être des subventions gouvernementales à divers programmes gérés par les défenseurs de la diversité. Cette approche soulève des questions quant à la finalité de la culture. Si ce qui est important dans la culture est qu'elle est émotionnellement symbolique, alors cette version particulière de la diversité culturelle pourrait avoir un certain sens. Mais les cultures existent même dans les sociétés isolées, où il n'y a pas d'autres cultures,
Il n'y a personne d'autre et rien d'autre dont on puisse être différent. Les cultures existent pour répondre aux besoins pratiques vitaux de la vie humaine, pour structurer une société afin de perpétuer l'espèce, pour transmettre aux jeunes et aux inexpérimentés les connaissances et l'expérience durement acquises par les générations et les siècles passés, afin d'épargner à la génération suivante le processus coûteux et dangereux de tout réapprendre à partir de zéro, par essais et erreurs, y compris les erreurs fatales. Les cultures existent pour que les gens sachent comment se procurer de la nourriture et mettre un toit sur leur tête, comment soigner les malades, comment faire face à la mort, comment s'entendre avec les vivants. Les cultures ne sont pas des autocollants, mais des façons vivantes et changeantes de faire toutes les choses qui doivent être faites dans la vie. Chaque culture se débarrasse au fil du temps des choses qui ne font plus l'affaire ou qui ne font pas l'affaire, ainsi que des choses empruntées à d'autres cultures. Chaque individu le fait consciemment ou non au quotidien. Les langues empruntent des mots à d'autres langues. Et donc, l'espagnol qui est parlé en Espagne comprend des mots empruntés à l'arabe, et l'espagnol qui est parlé en Argentine comprend des mots italiens empruntés à l'importante population d'immigrants italiens qui s'y trouvent. Les gens mangent du Kentucky Fried Chicken au Singapour et se joignent dans des hôtels Hilton au Caire. Ce n'est pas ce que certains de ces défenseurs de la diversité ont en tête. Ils semblent vouloir préserver les cultures dans leur pureté, presque comme des papillons dans l'ambre. Les décisions concernant le changement, s'il y en a, semblent être considérées comme des décisions collectives, des décisions politiques. Mais ce n'est pas ainsi que les cultures sont arrivées là où elles sont aujourd'hui. Les individus ont décidé eux-mêmes combien de l'ancien ils souhaitent conserver et combien du nouveau qu'ils trouvent utile dans leur propre vie. C'est ainsi que les cultures se sont enrichies mutuellement et toutes les grandes civilisations du monde également. C'est ainsi que les grandes villes portuaires et autres carrefours culturels sont devenus des centres de progrès sur toute la planète. Aucune culture ne s'est développée de façon grandiose dans l'isolement, mais un certain nombre de cultures ont réalisé des avancées historiques, voire étonnantes, lorsque leur isolement a été rompu, généralement par des événements indépendants de leur volonté. Le Japon en est un exemple classique au XIXe siècle, mais on pourrait raconter une histoire similaire de l'Écosse à une époque plus ancienne. Lorsqu'un pays où la noblesse était illettrée est devenu en peu de temps, comme on le mesure dans l'histoire, un pays qui a produit des pionniers du monde entier et de nombreux domaines. David Hume en philosophie, Adam Smith en économie, Joseph Black en chimie, Robert Adam en architecture et James Watt dont le moteur à vapeur a révolutionné l'industrie et les transports modernes. Au cours de ce processus, les Écossais ont perdu leur langue, mais ont acquis une prééminence mondiale dans de nombreux domaines. Toute une société a alors atteint un niveau de vie plus élevé que celui dont on avait pu rêver dans le passé marqué par la pauvreté. Par le passé, le niveau de vie s'est également élevé dans d'autres domaines. Au XVIIIe siècle, on considérait comme remarquable le fait que les piétons d'Edinburgh n'avaient plus à faire attention aux eaux usées déversées par les fenêtres des maisons et des appartements. Les Écossais les plus prévenants criaient un avertissement, car ils jetaient quand même les eaux usées. Peut-être vaut-il la peine de perdre un peu de la culture indigène pour se débarrasser du problème. Ceux qui utilisent le terme de diversité culturelle pour promouvoir une multiplicité d'enclaves ethniques ségrégées font un tort énorme aux habitants de ces enclaves. Quelle que soit la manière dont ils vivaient socialement, les habitants de ces enclaves vont devoir entrer en concurrence économique avec d'autres pour gagner leur vie. Même s'ils n'étaient pas désavantagés auparavant, ils le seront beaucoup plus si leurs concurrents issus de la population générale sont libres d'exploiter les connaissances, les compétences et les techniques d'analyse que la civilisation occidentale a tirées de toutes les autres civilisations du monde, alors que ceux des enclaves sont limités à ce qui existe et à la sous-culture qui les entoure immédiatement. Nous devons également reconnaître que de nombreux grands penseurs du passé, que ce soit dans le domaine de la médecine, de la philosophie, de la science ou de l'économie, ont travaillé non seulement pour faire progresser leur groupe particulier dont ils étaient issus, mais aussi pour faire progresser la race humaine. Leur héritage, qu'il s'agisse de remèdes pour des maladies mortelles ou d'augmentation spectaculaire des rendements agricoles pour lutter contre le fléau de la faim, appartiennent à tous les peuples. Et tous les peuples doivent revendiquer cet héritage et ne pas se laisser entraîner dans l'impasse du tribalisme ou dans une orgie émotionnelle de vanité culturelle.
Merci.